À la fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend de la Grande-Bretagne à l'Égypte et du Portugal à la Perse. 50 millions d'habitants, de peuples et de langues différents, sont les loyaux sujets d'un seul empereur qui a toujours été italien. Mais en 98, un étranger accède au trône. Il se nomme Trajan. C'est un guerrier ambitieux venu de la province d'Espagne et dont les triomphes sur les champs de bataille ont attiré l'attention du vieil empereur Nerva. Sans enfant, ce dernier l'a adopté et en a fait son héritier. Les idées sur la signification de la romanité s'élargissent. Qui peut aider l'État et qui doit y participer? Trajan en est un très bon exemple. Il est le premier de toute une série d'empereurs non italiens. À la mort de Nerva, Trajan hérite du monde romain. Il entreprend immédiatement de prouver sa loyauté aux citoyens de la capitale. Il sait que pour cela, le meilleur moyen est de faire appel à leur indéracinable sentiment de supériorité. Les Romains voyaient grand. La démesure de leur empire, de leur architecture et des ambitions de leurs dirigeants doit nous servir de point de repère pour définir la romanité. Ils étaient poussés par une sorte d'ego culturel collectif. Trajan lance une vaste campagne de grands travaux qui démarre par les infrastructures de l'Empire. Il fait réparer des routes, des ports et des bâtiments publics qui en ont un urgent besoin. Il ordonne la construction d'un des derniers grands aqueducs et fait bâtir de nouveaux bains publics sur les vestiges de la maison dorée de Néron. Tous ces travaux demandaient énormément d'argent. Et pour réaliser ses autres ambitions, il allait devoir en trouver bien davantage. Pour un Romain, cela signifie de nouvelles conquêtes. Dans sa 3e année de règne, Trajan lance une offensive militaire afin de trouver des fonds pour la construction d'autres monuments magnifiques. Il décide de conquérir la Dacie, une contrée retirée englobant la Roumanie et la Hongrie actuelle, qui tient tête à Rome depuis des siècles. Après des années d'âpres combats, les Daces capitulent en 106. L'empereur victorieux rapporte des centaines de tonnes d'or et d'argent de sa nouvelle province. Trajan est l'empereur qui a le plus repoussé les frontières de l'Empire. Il a dépassé ses limites et, ce faisant, il a rapporté plus d'argent, de biens, de butin que tout autre empereur. Il avait énormément d'argent à sa disposition. La nouvelle capitale s'étendra sur un espace gigantesque afin de faciliter la circulation du centre-ville congestionné de Rome. Depuis la naissance de la République, le vieux Forum romain a toujours été un centre gouvernemental, commercial et culturel. Des temples comme ceux des dieux Saturne et Vesta y côtoient tribunaux et bibliothèques. Le forum est important pour les Romains. C'est la place du village. Un lieu de rencontre où ils concluent des marchés, discutent politique, vendent des objets, échangent de l'argent. C'est un endroit débordant de vie. Il est très fréquenté, comme certains quartiers peuvent l'être aujourd'hui. Bien plus qu'aujourd'hui en fait, parce que toute la vie publique s'y déroulait. Mais à Rome, capitale du monde, le Forum se sent vite à l'étroit sur sa petite place. Le Forum était le cœur de la vie romaine. Mais la prospérité de la ville et la surpopulation étaient telles qu'on n'arrêtait pas d'y adjoindre de nouveaux bâtiments. Chaque empereur devait construire une nouvelle partie du Forum pour ses partisans. À l'époque de Trajan, Rome est une métropole d'1 million d'habitants et toujours en expansion. Il commande donc son propre forum, plus grand que ceux de tous ses prédécesseurs réunis.
Non seulement Trajan avait des fonds inépuisables, mais il pouvait compter sur le talent de ses maîtres d'œuvre. Les maçons, les artisans étaient hors pair. En construction et en création, personne ne les égalait. Celui à qui Trajan fait appel pour concevoir son forum, Apollodore de Damas, est aussi un étranger. Apollodore est un architecte grec qui a conçu des ponts militaires pour Trajan lors des campagnes contre la Dacie. Durant cette guerre, il a révélé tout son génie d'architecte. Il affronte à présent un nouveau défi, le manque de place pour réaliser le grand rêve de Trajan. Et bien sûr, comme dans l'immobilier aujourd'hui, l'emplacement est crucial. Alors quand un empereur voulait construire à un endroit précis et qu'il fallait araser le site, on le faisait. Pour créer un espace plat assez vaste pour devenir le centre-ville de Rome, Apollodore ordonne à ses ouvriers d'arracher un énorme pan de la colline du Quirinal adjacente à l'ancien forum. Nous sommes 1800 ans avant la dynamite. Les Romains devaient accomplir des prouesses de terrassement à la main. Grâce à la force de dizaines de milliers d'ouvriers travaillant 24 heures sur 24 avec des pelles et des pioches. Imaginez une colonie de fourmis transportant une miche de pain. Elles vont la découper en petits morceaux et les déplacer l'un après l'autre. Une armée d'esclaves aplanit méthodiquement la colline rocheuse, rognant une hauteur de près de 40 mètres et créant plus de 55 000 mètres carrés de propriétés foncières de premier choix au cœur de Rome. Une cité de marbre s'élève bientôt sous la direction d'un empereur espagnol et d'un architecte grec qui remodèle la capitale. L'œuvre est inaugurée en 113. Le Forum de Trajan est un magnifique ensemble de bibliothèques grecques et latines, de statues colossales, d'une immense place centrale et d'une basilique de 2 étages, où les lois sont élaborées et les procès jugés. Pénétrer dans le Forum de Trajan devait être une expérience impressionnante pour les Romains. On entre d'abord dans la basilique, la plus grande jamais construite à Rome. Elle est revêtue de marbre, inondée de lumière. Ensuite, on arrive sur la place, où l'on découvre la monumentale statue équestre de Trajan. Ça devait vraiment être imposant. Culminant à 40 mètres au-dessus des nouveaux bâtiments, se dresse la colonne Trajane, que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Un bas-relief racontant les guerres contre les Daces s'enroule en spirale autour de son fût. Trajan apparaît absolument partout, impliqué à tous les niveaux de la campagne, depuis les débuts de la planification jusqu'à la victoire finale. Sous cet aspect, la colonne sert de film de propagande. La hauteur exacte de la colonne cache une signification plus subtile. La hauteur de la colonne, 40 mètres, y compris le socle et la statue au sommet, représente la portion du Quirinal qui a été excavée pour construire le forum. Elle est non seulement le symbole des batailles de Trajan, mais aussi de celle d'Apollodore qui a déblayé le terrain pour créer cet espace urbain monumental. Le forum de Trajan survivra 700 ans. Il sera presque entièrement détruit par un tremblement de terre au IXe siècle. Mais ces vestiges, le vaste ensemble des marchés de Trajan, ne laissent aucun doute sur sa taille impressionnante. Pour consolider la colline qu'il a creusée, Apollodore crée une galerie marchande de 6 étages, directement dans son flanc. Ingénieusement, les 3 premiers niveaux sont en hémicycle, une structure semi-circulaire, avec de longs couloirs incurvés percés de magasins.
Les marchés sont là pour étayer la colline. Et ce n'est sûrement pas par hasard qu'on a utilisé une structure concave beaucoup plus solide. C'est comme une arche tournée sur le côté pour résister à la pression de la colline qui est derrière. Au-dessus de l'hémicycle s'élèvent 3 étages de boutiques et de magasins, dont certains sur 3 niveaux. Les marchés de Trajan abritent 150 boutiques qui fournissent de tout, depuis les chaussures jusqu'aux objets d'art. Ces marchés devaient vendre d'énormes quantités de produits venant des 4 coins de l'Empire, et peut-être même de plus loin. Si le forum de Trajan, juste à côté, est un luxueux paradis réservé à l'élite, ces marchés sont conçus comme une rue commerçante populaire. Les marchés et le forum présentent 2 aspects de la culture romaine. L'opulence du forum, les colonnes de son avant-cour, ses dorures, en font un splendide centre-ville officiel. À 2 pas, les marchés, avec leur structure de briques, correspondent à la vie quotidienne du citoyen romain. Trajan, par son œuvre architecturale et ses conquêtes, est un des empereurs les plus populaires de l'histoire de Rome. C'était un grand bâtisseur et un grand stratège. Comme Auguste, il a assuré une période de paix et de calme. C'était très important pour l'Empire. À la mort de Trajan, en 117, l'Empire n'a jamais été aussi étendu ni aussi riche. Mais une telle puissance a aussi ses inconvénients. Trajan n'a pas de fils biologique. Après sa disparition, c'est donc Hadrien, son fils adoptif, qui prend les rênes du pouvoir. Hadrien, comme Trajan, était un militaire accompli. Mais Hadrien avait compris que l'Empire ne pourrait conserver ses frontières élargies. Plus une frontière est longue, bien sûr, plus il faut d'argent pour entretenir ses défenses. Il ne cherchait donc pas à faire d'autres conquêtes, mais à préserver ce qu'il avait. On peut voir une preuve concrète de la politique défensive d'Hadrien dans une région isolée du nord de la Grande-Bretagne, à 2400 km de Rome. Lorsqu'il accède au pouvoir en 117, la moitié nord de la Grande-Bretagne est une contrée non colonisée, où les soldats sont confrontés à la double menace des hivers glacés et des incursions de tribus hostiles. En 122, Hadrien part en tournée d'inspection sur la frontière. L'empereur comprend vite que la seule façon de soumettre la Grande-Bretagne est de soumettre d'abord ses propres soldats. Les Romains ont toujours pensé que lorsqu'un groupe d'hommes servait l'État, il fallait le faire travailler. Sans discipline, il était inévitable que les soldats perdent leur temps, s'adonnent au jeu et se conduisent mal. Hadrien met ses légions au travail sur les fortifications les plus colossales jamais conçues par un Romain. Un mur défensif d'environ 120 km de long, barrant le pays de part en part. Aujourd'hui, le passage du temps a réduit le mur d'Hadrien à ses fondations. À l'époque, il fait 4,50 m de haut, plus les 2 mètres des parapets. Le glacis et le fossé de 2 mètres creusé à sa base obligent les éventuels attaquants à grimper 10 mètres avant de se retrouver face aux légions romaines. Et si les envahisseurs, par miracle, parviennent à franchir le mur et à passer les gardes, un dernier obstacle les ralentit. Le Valum. 2 rives séparées par un énorme fossé de 36 mètres de large, courant derrière le mur d'une côte à l'autre. Le mur d'Hadrien est une barrière psychologique autant que physique.
Sa façade monstrueuse, infinie, est le sévère rappel de la domination incontestée de Rome. D'une certaine manière, on peut comparer le mur d'Adrien à celui de Berlin. Un mur qui sert à repousser les étrangers et à maintenir le peuple à l'intérieur, ainsi qu'à éviter certains mélanges incontrôlés. La grande barrière d'Adrien est la plus grande fortification de pierre du monde romain. D'autant plus provocatrice que le terrain inhospitalier du nord de l'Angleterre la rend extrêmement efficace. Il y avait d'énormes difficultés parce que le terrain est très irrégulier. Il y a des apics, des vallées, des falaises de pierre. C'est pour cela que le mur était un monument de technique. De plus, il était très utile, très pratique, car il permettait de réduire le nombre de garnisons défendant la frontière. Il faut 3 légions, entre 15 et 25 000 hommes au total, pour venir à bout du transport des lourds blocs de pierre jusqu'au chantier. Une tâche épuisante. Mais le mur n'est qu'un des éléments de la fortification. Tous les 1000 Romains, soit environ 1500 mètres, un poste de garde pouvant abriter jusqu'à 60 soldats est construit dans la muraille. Deux tours plus petites, d'où les gardes peuvent surveiller la frontière en permanence, se dressent entre chaque poste. Enfin, 17 forteresses redoutables pouvant contenir 1000 soldats se succèdent sur toute la longueur du mur. Cette zone militaire a permis aux Romains de maintenir une garnison suffisante pour sortir en force, patrouiller le long de la frontière et entretenir le mur, tout en conservant une présence militaire efficace et intimidante. Chaque forteresse couvre une superficie d'1 à 2 hectares et comporte une grande salle, un temple, des baraquements, un hôpital et des thermes. Tout ce qu'il faut pour soutenir une armée. Des villes surgissent au pied des forts. Elles satisfont à la demande constante de vivres et d'équipements des légionnaires. Les soldats romains voulaient des chaussures romaines, ils voulaient des aiguilles romaines, ils voulaient tout ce qui était disponible dans le monde romain. Par conséquent, les commerçants, les taverniers, les femmes les ont suivis, ce qui a fini par entraîner un changement radical dans les régions où ils s'installaient. L'immense barrière d'Adrien est achevée en tout juste 5 ans. L'empereur a sécurisé sa frontière nord-ouest, rétabli la discipline dans les rangs et édifié un symbole frappant de la toute-puissance de Rome. En l'an 126, Adrien rentre à Rome. Pendant son absence, ses bâtisseurs ont travaillé sans relâche pour réaliser sa grande vision de la capitale. Adrien voulait laisser sa marque sur Rome. Il voulait ranimer l'esprit du siècle d'Auguste et prouver qu'il pouvait faire mieux. 150 ans auparavant, l'empereur Auguste a trouvé une Rome de briques et laissé une Rome de marbre. Adrien veut lui aussi léguer un héritage architectural inoubliable. Et le joyau de cet héritage se rattache directement au règne de son illustre prédécesseur. Peu après son accession au trône, il décide de reconstruire un vieux temple de l'époque d'Auguste détruit par un incendie. De ce tas de gravats, il va faire naître ce qui sera son chef-d'œuvre, le Panthéon. Un temple majestueux dédié aux dieux romains. Le Panthéon est sans aucun doute la structure la plus extraordinaire de l'architecture romaine. Pourquoi? La rotonde. La rotonde. Un immense espace intérieur coiffé d'une magnifique coupole dicte toute la conception du Panthéon.
Au centre, le dôme de béton de 43,30 mètres de haut et de diamètre égal forme une sphère parfaite, et ce, sans le support de colonnes ou de contreforts. 43,30 mètres, c'est une très grande portée. Ils avaient du cran de se lancer dans quelque chose d'aussi vaste, d'aussi démesuré. C'est une de leurs grandes réussites. Durant 18 siècles, le dôme du Panthéon demeurera la plus grande structure autoportée en béton du monde. Avant de commencer à déverser le béton qui formera le dôme, les ingénieurs d'Adrien doivent savoir comment réorienter la poussée pour soulager le centre. Sinon, lorsqu'ils retireront l'armature de bois qui le soutient, 3000 tonnes de béton s'écrouleront sous leur propre poids. Aujourd'hui, quand on construit en béton, on introduit une barre tendue en acier qui porte la moitié de la masse. Les Romains n'y ayant pas accès, la base du dôme du Panthéon poussait constamment vers l'extérieur. Les bâtisseurs du Panthéon imaginent plusieurs solutions radicales pour faire en sorte que le dôme et la réputation de l'empereur ne s'effondrent pas. Ils construisent d'abord un mur de 6 mètres d'épaisseur servant de support à la coupole. Ils ont utilisé les murs de la rotonde pour empêcher la poussée extérieure du dôme. Ils lui servent de contrefort. Puis, quand la coupole a presque atteint sa hauteur maximale, ils utilisent un béton au granulat allégé et le coulent en couches de plus en plus minces. Le béton romain, comme le nôtre, est fait d'un agrégat en général de pierres qui servent à lier le mélange. Pour le dôme du Panthéon, les Romains ont utilisé une technique courante à l'époque consistant à introduire des pots vides dans le mélange pour déplacer le béton et aérer la masse. Pour rendre la coupole encore plus légère, les ouvriers installent des caissons en stuc dans la voûte. Ils servent un double but. Bien sûr, les caissons sont là dans un but esthétique. Ils décorent la voûte de la coupole. Mais en même temps, ils réduisent la quantité de béton nécessaire à sa construction. Un dernier élément destiné à alléger la calotte deviendra la caractéristique la plus connue du Panthéon, l'oculus, une ouverture sommitale de 9 mètres de diamètre. Il élimine la poussée du béton au point le plus fragile du dôme et il illumine l'intérieur comme le soleil éclaire la terre. Imaginez que vous soyez un ancien n'ayant jamais pénétré dans ce genre d'espace intérieur, parce qu'il n'existe aucun espace intérieur comme celui-ci. Vous êtes alors submergé par l'atmosphère religieuse de ce bâtiment dédié à tous les dieux. Les bâtisseurs du Panthéon s'efforcent d'atteindre la perfection et y parviendront presque. Mais un mystérieux défaut dans sa conception déroute jusqu'à nos architectes modernes. Le portique avant. La colonnade qui donne accès à l'intérieur est trop bas d'environ 3 mètres. Il n'est pas collé à la rotonde au bon endroit. Pourquoi ne pas avoir utilisé des colonnes de 15 mètres au lieu de 12? On ne peut que spéculer. Ont-elles coulé en Méditerranée? Les Romains n'ont-ils pas pu se procurer la pierre à temps pour qu'Adrien inaugure le temple? Nous n'avons aucune certitude. Depuis des siècles, le Panthéon est une troublante énigme architecturale. Mais sa construction n'est qu'une des pièces du puzzle. Le grand mystère, c'est qui en est le concepteur. Aucun document ne révèle l'identité de son architecte. Actuellement, certaines théories penchent pour l'empereur Hadrien lui-même. C'était quelqu'un de très polyvalent. Il peignait, il écrivait de la poésie et il adorait l'architecture. Il y a tant de dômes dans les bâtiments d'Hadrien qu'il me semble qu'il pourrait avoir eu sa part dans
Le génial Apollodore de Damas est un autre candidat possible, lui qui avait créé le monumental forum de Trajan. Il a des doutes sur les talents d'architecte d'Adrien, et il est assez courageux pour le déclarer en public. Apollodore s'était moqué d'Adrien et de ses dômes en forme de citrouille. Le projet avait été confié à Apollodore, mais il refusait de mettre en œuvre certains des changements suggérés par l'empereur. C'est probablement pour cette raison qu'Adrien l'a fait tuer, ou plutôt l'a forcé à se suicider. En l'an 138, 8 ans après avoir ordonné la mort du plus grand architecte de Rome, Adrien meurt de mort naturelle à 62 ans. Durant ces 20 ans de règne, jamais on n'a autant bâti de toute l'histoire romaine. À sa disparition, d'un bout à l'autre de l'Empire, ports, temples, ponts et basiliques portent son nom. Il faudra presque un siècle pour qu'un autre empereur ordonne la construction de ce qui sera l'une des dernières grandes réussites techniques de Rome et projette l'Empire dans une spirale d'autodestruction. Dans la décennie suivant la mort d'Adrien, l'Empire romain conserve son hégémonie en Europe et en Méditerranée. Ses empereurs détiennent l'autorité absolue, ses armées sont toujours invincibles et ses architectes continuent à inspirer une admiration sans borne. Leur chef-d'œuvre, un colossal ensemble de bains publics, est commandé en 212 par un homme corrompu et assoiffé de pouvoir du nom de Caracalla, qui a accédé au trône à l'ancienne manière, par le meurtre. Le père de Caracalla, l'empereur Septime Sévère, voulait que ses deux fils règnent ensemble. Mais Caracalla et son frère Geta se détestent. Après la mort de leur père, l'élimination de l'un ou de l'autre n'est plus qu'une question de temps. Caracalla frappe le premier. Caracalla l'a fait tuer sous les yeux de sa mère, ce qui me semble particulièrement horrible. Le nom de Geta a été gratté sur les inscriptions, son image a été martelée, mais ils ont beau avoir effacé son nom, ils ont laissé des traces de leur travail. Nous savons que l'État a pris des mesures pour éradiquer son souvenir, et c'est une leçon à ne pas oublier. Sous Caracalla, le sang coule à nouveau dans les appartements impériaux. Le pouvoir est retombé entre les mains d'un tyran qui règne par la terreur. Le règne de Caracalla se caractérise par le fait qu'un simple homme, l'empereur, se place au-dessus de l'homme, dans la sphère des dieux. Caracalla veut laisser une œuvre dont la postérité se souviendra, rivalisant avec le Colisée de Vespasien, le Forum de Trajan et le Panthéon d'Adrien. Il devait prouver qu'il était digne de la pourpre impériale. Il devait montrer qu'il était meilleur que son père. Le nouvel empereur va tenter de laver ses péchés dans l'eau d'un complexe thermal. Depuis des siècles, les bains font partie intégrante de la vie quotidienne des Romains. Ils se composent d'un ensemble de piscines chaudes et froides. Mais on ne fait pas que s'y baigner. Ce sont des clubs de loisirs ouverts à toutes les classes sociales. Le terme erano frequentate da tutti.
Tout le monde allait au bain public. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Il y avait une grande liberté et une grande promiscuité. Mais pas entre les deux sexes, parce qu'il y avait des heures pour les femmes et d'autres pour les hommes. Les thermes étaient le lieu de rendez-vous de toute la population, parce qu'ils étaient gratuits. Ça ne coûtait rien. Après le travail, on allait passer 2 heures au bain pour se détendre, parler politique, se faire masser, se faire faire une manucure, une coupe de cheveux. Il y avait des endroits pour faire du sport, de la lutte. Ensuite, bien sûr, on allait dans les piscines, puis dans les salles chaudes pour transpirer un bon coup. On était dans un bâtiment magnifique, aux murs de marbre, décoré de statues. Et tout ça pour le plaisir du Romain moyen. Ce n'était pas réservé aux riches, tout le monde y avait accès. Les projets de bains publics ont toujours eu la faveur des empereurs. Certains, comme Néron, Titus et Trajan, ont déjà créé des thermes extravagants. Caracalla a bien l'intention de les surpasser tous avec le plus vaste complexe jamais bâti. Les ruines imposantes que l'on peut voir aujourd'hui prouvent sa réussite. Comme le montrent ces vestiges, il y avait une série de salles immenses avec des piscines de la taille de bassins olympiques, des bains à différentes températures, des salles de bains privées, des endroits où les gens pouvaient se rencontrer et discuter. Le bâtiment principal, plus grand que la basilique Saint-Pierre, est entièrement habillé d'or et de marbre. De précieuses mosaïques, dont il reste encore quelques fragments, couvrent le sol. Autour de cet édifice central, des espaces à ciel ouvert permettent de pratiquer l'athlétisme. Des bibliothèques, des boutiques, des restaurants et même des maisons closes complètent l'ensemble. Les thermes peuvent facilement accueillir près de 2000 personnes à la fois. C'était une petite ville qui grouillait de monde. Ces pièces gigantesques montrent bien le savoir-faire et le talent de ceux qui les ont construites. Elles surpassent tous les thermes bâtis jusque-là. Les ouvriers de Caracalla font des heures supplémentaires pour finir au plus vite. Pour construire en 5 ans des thermes aussi splendides, il a dû falloir entre 5 et 10 000 personnes travaillant chaque jour de ces 5 années. Les bâtiments hors terre ne sont qu'une partie de l'ensemble. Dessous, une canalisation dérivée d'un aqueduc voisin distribue quotidiennement 19 millions de litres d'eau fraîche dans les bassins. Les thermes sont un miracle de génie hydraulique. Le frigidarium, le tepidarium et le caldarium, dont l'atmosphère et les bains sont maintenus à différentes températures, créent une sensation de bien-être chez les habitués. L'eau des piscines chaudes est chauffée dans des chaudières alimentées au charbon de bois. On en compte jusqu'à 50 au sous-sol. Ce plancher forme une véritable frontière séparant les citoyens riches et cultivés du monde souterrain des esclaves et des ouvriers qui peinent dans une chaleur de four pour alimenter les chaudières asphyxiées par les émanations et la fumée. En haut, dans les salles magnifiquement décorées de marbre et de mosaïques, au plafond peint, on devait se croire au paradis. Les thermes de Caracalla ouvrent en 216. Ils sont un des derniers exemples des prouesses techniques des Romains et combinent tous les savoir-faire perfectionnés au cours des siècles. Un établissement thermal comme celui de Caracalla combine plusieurs des réalisations techniques des Romains. La production de briques, la maçonnerie, l'importation de marbre. On y retrouve toute leur maîtrise en matière de réseau d'adduction d'eau, d'aqueducs, sans oublier leur système de vidange et d'égout.
On y voit aussi leur longue expérience de l'utilisation du béton qui leur permet de créer de vastes espaces couverts de dômes et de voûtes immenses. Si les termes de Caracalla sont très réussis, on ne peut pas en dire autant de son règne. Alors que son projet grandiose vide les caisses de l'État, Caracalla accélère l'hémorragie en tentant à grands frais d'envahir l'Empire parthe et l'Arménie, situés à l'est et échappant au contrôle de Rome depuis Trajan, un siècle plus tôt. Comme Trajan, Caracalla souhaite agrandir les frontières de l'Empire par la conquête, au lieu de quoi il scelle son sort. En 217, après 6 ans de règne, de cruauté et d'intimidation, il est poignardé à mort par un de ses propres gardes au cours d'une incursion militaire à l'Est. La même année, un incendie dévastateur ravage le Colisée et l'âme de la capitale. L'amphithéâtre sera reconstruit 20 ans plus tard, mais rien n'arrête le déclin de l'Empire. Les jours de gloire d'Auguste, de Vespasien et de Trajan appartiennent au passé et ne reviendront plus. Au cours des 3 siècles suivants, l'Empire qui avait éclairé le monde sombre progressivement dans l'obscurité. Les théories sur les raisons de son déclin sont innombrables. Certains pensent que la métallurgie les a empoisonnés. D'autres blâment la décadence et la consanguinité de la classe supérieure, ou encore l'absence d'armée entraînée, d'où une défense inexistante. L'Empire romain était trop vaste pour être gouverné efficacement et pour qu'il s'y développe un vrai sentiment de communauté. Au 5e et 6e siècle, les tribus germaniques mettent Rome à sac à plusieurs reprises, exigeant de l'or et des terres. En 537, l'une d'elles lui porte un coup fatal en détruisant ses artères vitales, les aqueducs. Sans l'eau courante dont les citoyens ne peuvent plus se passer, l'ancienne grande capitale s'étiole. Sans eau, on ne pouvait pas vivre en ville, ni arroser les jardins et les potagers. d'1 200 000 personnes, la population a chuté à 12 000, une diminution de 99%. Mais 1500 ans après la chute de Rome, son héritage inspire et surprend encore les bâtisseurs d'aujourd'hui. De leur temps, les Romains étaient capables d'accomplir bien des choses que nous ne pourrions pas reproduire sans les technologies modernes. Il nous serait certainement impossible de réaliser un dôme comme celui du Panthéon sans ordinateur, ou de déplacer un flanc de colline sans engin de terrassement. Avec leurs outils, nous ne serions jamais capables d'en faire autant qu'eux. Mais ce que les Romains nous ont peut-être enseigné de plus important est une leçon que Jules César, Néron et Caracalla n'ont jamais comprise. La même ambition qui nous mène au progrès peut aussi entraîner notre chute. Ils assouvissaient leurs ambitions et leurs appétits de telle manière que nous les admirons, tout en les détestant un peu. Les anciens Romains étaient souvent violents, vindicatifs, avides et égocentriques. Mais les magnifiques monuments qu'ils ont laissés témoignent non seulement de la puissance de leur civilisation, mais du potentiel illimité de l'humanité.